Anaïs. Je suis Voilà. ravie de partager pour la troisième fois une conférence sur les codes de la beauté. Aujourd'hui chez YSL, chez Yves Saint Laurent, et vous aviez peut-être déjà participé à un premier opus sur Chanel et un autre sur Dior. En fait, vous voyez, j'ai rajouté aujourd'hui une toute petite phrase: étudiez le passé si vous voulez définir l'avenir. Donc ça, c'est une phrase que l'on doit à Confucius, mais beaucoup de grands auteurs, en fait, ont salué ou au contraire ont vraiment dénoncé la place du passé pour mieux comprendre finalement l'avenir et pour pouvoir en fait créer un avenir, comme disait Goethe, avec les éléments élargis du passé. Si je fais cette toute petite introduction, c'est pour vous dire que la manière dont j'ai partagé pendant une trentaine d'années avec mes étudiants ma vision du luxe ou ensuite de la beauté, c'est toujours de faire appel en fait à l'air du temps, c'est-à-dire replacer en fait les maisons dans leur contexte, montrer que dans des maisons qui durent longtemps, et ce ne sera pas tout à fait le cas ce soir, je vais éclaircir ce point dans un court instant, on a véritablement la vision très originale en fait et les partis pris d'un créateur qui ont été magnifiquement entretenus par leurs propriétaires, actionnaires, leurs équipes marketing, leurs créateurs, leurs studios au fil du temps. Et donc, vous savez que pour cela, il faut qu'il y ait une autorité, il faut qu'un directeur artistique, commun au luxe, inaccessible, intermédiaire ou accessible, donc dans le cas qui nous occupe ce soir, commun à la haute couture, quelquefois, aux accessoires et peut-être au luxe plus accessible que sont les parfums, donc la beauté, le maquillage et les soins, eh bien, donne-le là et donne finalement une grande vision pour que ce patrimoine ne soit pas dévoyé. Alors ce soir, Yves Saint Laurent, c'est un homme extrêmement intéressant, complexe. J'ai eu beaucoup de mal en fait à faire des choix dans ma présentation. J'espère que ce ne sera pas trop long, je vais faire au mieux. Mais Yves Saint Laurent est finalement une maison relativement jeune. Ça peut vous paraître fou, mais elle est née en 1961. Moi, je suis une vieille dame, je suis née en 60, donc elle est née après ma naissance, vous imaginez. Mais quelque part, c'est pas aussi, si vous voulez, ancien qu'une Dior ou qu'une Chanel. Et on va le voir, c'est vraiment une maison qui nous a libérés, nous a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup de force, à nous en particulier les femmes, mais pas seulement aux femmes. Alors peut-être ne connaissez-vous pas finalement l'enfance d'Yves Saint-Laurent. Yves est né Yves Mathieu Saint-Laurent. Il a la particularité d'être né à Oran, en Afrique du Nord, dans l'Algérie alors française, en 1936. Il est né un 1er août, c'était un lion. Et il est né en fait au cœur d'une famille qui était complètement organisée autour d'un matriarcat. Il y avait une grand-mère, une mère que vous avez sous les yeux, qui d'ailleurs a survécu à son fils, qui a été présente tout au long de sa vie. Et en fait, toutes ces femmes étaient très légères, très protégées. Elles aimaient la fantaisie, elles aimaient s'habiller, elles aimaient rire, elles aimaient cuisiner, elles aimaient la famille. Ce fut, si vous voulez, un cocon extrêmement protecteur pour le jeune Mathieu Saint-Laurent, parce que Mathieu était le nom de famille, en fait, qui va tomber un peu plus tard. Donc Yves vit à Oran et vous voyez, j'ai indiqué entre ombre et lumière parce que l'Algérie, c'était l'intensité finalement de cette lumière incroyable, peut-être un peu moins belle que celle du Maroc qu'il va découvrir un peu après, mais c'était quand même ce contraste tout le temps entre l'ombre fraîche qu'on recherchait au cœur de la journée et la lumière d'un matin ou la lumière d'un soleil se couchant sur la mer. Oran est une ville très intéressante parce que ça n'est pas une ville, en fait, c'est pas la plus belle d'Algérie, mais c'est une ville très active, c'est une ville d'intellectuels, c'est une ville enfin d'intellectuels, de ce qu'il y a de plus intellectuel dans l'Algérie française. C'est une ville de colons riches, aisés, conservateurs. Et bien évidemment, vous vous doutez que Yves Saint-Laurent, appelons-le ainsi maintenant, dorénavant, qui était un adolescent heureux mais assez tourmenté, en fait, quand il va être placé par ses parents dans une pension catholique, il va bien évidemment souffrir d'une certaine
moquerie, voire, d'un ostracisme. Il n'a pas été torturé comme certains l'ont écrit, il le disait lui-même, mais il a été, moqué, traité de tous les noms, très, très blessants, qu'on peut bien imaginer et au fond, son caractère un peu dual, c'est-à-dire très, très libre, heureux dans cette famille qui respectait, son caractère profond, son tempérament. Sa maman se doutait probablement qu'il était, homosexuel, mais ça ne posait pas l'ombre d'un souci, ce qui était, vraiment assez rare pour l'époque. Eh bien, ce cocon familial dans lequel il pouvait créer, se réfugier, être heureux, était très, très différent de l'extérieur et de sa vie, en fait, au sein de ce collège. Donc très rapidement, en fait, il va se réfugier dans le dessin. Il maîtrise extraordinairement bien le dessin. C'est un immense talent avant tout, Yves Saint Laurent. Il a une sensibilité aussi à l'esthétique qui est hors du commun. C'est un observateur, tout lui parle, toutes les formes, les couleurs et cetera se mettent un petit peu, si vous voulez, en ordre de marche dans sa tête et donc c'est quelqu'un qui va, très vite être, attiré par le dessin, par la mode. Il va rencontrer, un immense, talent managérial, pas l'homme le plus charmant de la terre, Pierre Berger, que vous connaissez bien sûr, tous, qui sera son mentor. Je vais y revenir et en fait, tous les 2, ils vont, par leur courage entrepreneurial, moi je prends un risque, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais je trouve que c'est un duo, si vous voulez, qui a été très courageux. Ils vont nous proposer une vision unique de la mode, plus forte encore peut-être que celle de Dior, c'est sûr, mais plus forte que celle peut-être de Chanel. On avait coutume de dire que Chanel avait libéré la femme et que Yves Saint Laurent lui avait donné le pouvoir. Yves Saint Laurent aidé par Pierre Berger. Et donc ces 2 hommes vont être un duo formidablement productif, l'un étant protégé par l'autre pour créer et l'autre lui donnant les moyens de tous ses caprices artistiques, acquisition d'œuvres d'art, voyages souvent imaginaires, temps pour créer, aucun souci, d'un ordre matériel, quelconque et ce qui me semble aussi en guise d'introduction important à avoir à l'esprit, c'est que Pierre Berger n'aura de cesse que de valoriser la mode qu'il ne connaissait pas du tout, hein, parce que lui était voilà, un autodidacte monté de La Rochelle qui avait, la chance d'avoir été le petit ami d'un grand peintre qui s'appelle Bernard Buffet et qui en avait tiré, quelques, je dirais, connexions mondaines, et également, bien sûr, quelques tableaux qui permettront, de monter la maison. Mais je disais que Pierre Berger, lui, va élever la couture qu'il découvre progressivement sur 20 ans grâce à Saint Laurent au rang de discipline artistique. Aujourd'hui, vous voyez, un designer, on le recevrait à notre table, on serait très flatté qu'il nous adresse même un tout petit mot, mais à l'époque, c'était qu'un fournisseur, hein. J'ai déjà développé ce thème avec Chanel et Dior. Eh bien, Pierre Berger a aussi contribué, à ce que la couture soit vraiment un art. Alors, si je reprends quelques étapes de l'enfance oranaise de Saint Laurent, la Méditerranée est son terrain de jeu, une terre de contraste, donc entre ombre et lumière. C'est aussi l'initiation, très, très facile à une petite vie mondaine, au sens de l'élégance qui est transmis, au sein de l'univers, de sa mère en particulier et de ses cousines, tantes et autres qui ont pas des moyens colossaux, mais qui sont quand même dans une certaine aisance, mais tout ceci avec beaucoup de liberté, de joie de vivre, vous voyez, d'énergie. On ne s'interdit rien, on n'est pas dans l'élégance à la française codifiée de Dior. Au contraire, on est dans les couleurs, les nœuds, voilà, les fleurs. Il y a une abondance, de gaieté et de style. La première fois que Yves Saint Laurent a un choc artistique très fort, eh bien, c'est au théâtre. Il est à Oran en 1950, il a 14 ans, il est très jeune et il va, assister à une représentation théâtrale dans les décors de Christian Bérard. Christian Bérard est mort en 49, l'année précédente. C'était un ami très proche de Christian Dior. Et vous voyez sur l'image qui est la première là sur votre gauche, le dessin en fait que va réaliser Yves Saint Laurent après cette représentation. Ça, c'est un dessin voilà, qui est un des premiers dessins un peu structurés. Vous voyez, Merlin, il a écrit un petit conte d'Yves Saint Laurent. Eh bien, de là, ce talent inné pour le dessin
en fait, va se traduire par, en fait, des modèles et en particulier, alors qu'il est un petit peu harcelé à l'école, hein, il faut quand même le dire, je ne voulais pas être trop lourde tout à l'heure, il va créer ce qu'on appelle des paper dolls. En 1953, il a 17 ans, donc les paper dolls, c'est ceci, vous voyez, dans les années 52-53, Yves Saint Laurent va imaginer sa vie future et il va se la représenter presque telle qu'elle va être. C'est-à-dire qu'il dit à sa mère médusée, un jour, j'aurai mon nom sur les Champs-Élysées, j'aurai ma maison de couture. Il écrit sur des carnets la marquise de, la duchesse de, robe, rêve d'un soir, j'invente un peu, voilà, 5000 francs. Et il va, vous voyez, dessiner tout ce petit théâtre de poupées et en applicatif immédiatement, rentrons dans le cœur du sujet des codes de la beauté. Je vous ai mis une des dernières sorties de d'iPalette qui est la série Mini Clutch, hein, donc que vous avez ici. Vous voyez, les Mini Clutch, c'est tout ceci. Voilà. Eh bien, une d'entre elles, vous voyez, s'appelle Storadolls. Ben, si vous n'avez pas un minimum de repères sur la vie d'Yves Saint-Laurent, Yves Saint-Laurent, à Oran, il habitait tout bêtement rue Stora. Et donc, les Storadolls, ça fait bien référence, vous voyez, à ses premières esquisses, à ses premières teintes, à ses premiers choix d'un adolescent promis un avenir incroyable. Donc, en fait, de cette passion de la mode, eh bien, cet homme, très jeune, très très jeune, je vous rappelle qu'il est né en 1936, il va très rapidement, en fait, accéder au sein des saints, c'est-à-dire au studio de monsieur Christian Dior. Donc, sa mère, très élégante, est abonnée à toutes les revues de mode et lui a donc une culture qui se fait, vous voyez, progressivement à partir de 13, 14, 15 ans, en lisant Vogue, en lisant le Jardin des modes, etc. Et un jour, il ose envoyer ses dessins à Vogue, à Michel de Brunoff, qui est donc très proche de Christian Dior. Et l'assistante de Michel de Brunoff est une immense journaliste que moi j'adore. Lisez sa biographie, Edmond Charleroux, l'épouse du maire de Marseille, Gaston Defferre, un peu plus tard. Et Edmond Charleroux va apporter les dessins de Yves Saint Laurent à Christian Dior en disant c'est incroyable, on a l'impression que c'est vous qui auriez pu dessiner cela. Donc, il est présenté à Christian Dior et il va rejoindre les ateliers de l'avenue Montaigne en 1955. Donc, vous voyez, 36, il n'a pas 20 ans. Hein, donc, il devient très rapidement son assistant, son premier assistant. Et au fond, à sa mort, donc très peu de temps après, hein, 2 ans après, le groupe Boussac, vous vous rappelez, on l'avait vu pour Dior, donc Marcel Boussac était le roi du coton et la société Christian Dior lui appartenait parce que c'était une sorte de vitrine pour tous les tissus qu'on vendait à l'époque aux couturières, hein. C'est la séquence, je révise avec Véro par rapport à la dernière fois. Eh bien, il va en fait, à la mort de Christian Dior, être le seul auquel on peut décemment confier les collections. Donc, il va créer pour Dior 6 collections et à la sixième, en 1961, en fait, il est admis pour dépression nerveuse à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris. Il a déjà rencontré Pierre Berger dans un dîner. Et en fait, si vous voulez, ce garçon qui doit finalement faire son service militaire, partir en Algérie pour 3 ans, ne supporte pas le fait de devoir se battre contre ce qu'il estime être son pays, hein. Sa famille était très proche de l'OAS, qui était contre, bien évidemment, l'indépendance algérienne. Il y a déjà une première fois, vous voyez, un grand drame dans la tête d'Yves Saint Laurent. Donc, très rapidement, en fait, alors ce que je vous ai pas dit aussi, peut-être j'aurais pu vous le montrer, vous voyez, je reviens un peu en arrière. Juste avant de rentrer chez Dior, en 54, il va participer à des concours qui étaient organisés par des syndicats de producteurs, de laine. C'était la Woolmark, ça s'appellera la Woolmark après. Donc ce concours était organisé pour mettre en avant des jeunes créateurs et ensuite faire exécuter leurs dessins par des couturiers. Et il va rencontrer à ce moment-là Karl Lagerfeld, qui lui aussi, comme lui, est lauréat d'une partie de ce concours. Voilà, donc là, on bascule dans la vie parisienne de Yves Saint Laurent et Paris est déjà un des piliers, vous voyez, de la vie de ce jeune homme qui découvre quelque chose qu'il n'aurait jamais soupçonné, hein. C'est très, très important pour lui. J'ai mis une citation d'un portrait que l'on a fait d'Yves Saint Laurent dans Le Monde en 1983
Tout de suite, la force de Bérard, donc le dessinateur, m'a frappée. Il a renforcé ma vocation. Je désirais, comme lui, être un décorateur de théâtre. Bérard savait camper un personnage, il savait construire un costume en le réinventant dans la pureté de sa ligne et de son temps. Alors, la grande caractéristique, mais il n'est pas le seul, hein, parce que Chanel en a fait, Dior en a fait un tout petit peu, mais lui, il a énormément travaillé pour les artistes, pour les danseurs, avec Zizi Jeanmaire, qui était une grande danseuse. Il a fait beaucoup de costumes de théâtre. Donc, c'est quelqu'un qui sait tout faire. Il sait tout dessiner. Sa ligne, elle est, comme vous le voyez, juste avec ce tableau noir, elle est sensible, elle est parfaite, elle est droite. Il dessine d'un seul trait, d'un seul jet. Il esquisse juste les visages, souvent le rouge, on le retrouvera un peu plus tard. Mais les vêtements, eux, sont extrêmement travaillés. Vous voyez, il y a le détail de ce nœud est complètement transposable pour les premières d'atelier. Donc, c'était facile d'imaginer ce que Monsieur Saint-Laurent voulait faire. Il va signer Yves Mathieu Saint-Laurent, YMSL, j'y reviendrai, jusqu'en 57, et il dessine souvent sur des papiers de couleur. Il a vraiment un talent fou. Quelques exemples de ces années Dior, dont cette mariée qui était en noir, c'était sa grande amie Victoire, un mannequin qui va beaucoup, beaucoup l'aider quand il va partir de chez Dior. On voit déjà, si vous voulez, la modernité, même pas, on est en 60 là, la modernité de la vision de Saint-Laurent. Il a déjà complètement transposé la vision de Monsieur Dior en quelques collections. Et donc, quand il se retrouve finalement licencié de Boussac, eh bien, j'ai écrit, vous voyez, oser entreprendre à deux, c'est toujours mieux. Ça, c'était un de mes grands conseils. Si vous pouvez être un binôme dans votre vie personnelle, bien évidemment, mais dans votre vie professionnelle, c'est absolument génial, génial. Donc, ils vont s'installer grâce à Pierre Berger qui vend ses tableaux de Bernard Buffet, qui vend son petit appartement de l'île Saint-Louis dans 2 pièces dans le 8e, puis rue La Boétie. Et il est tellement charmant, Yves Saint-Laurent, que quelques charmantes employées et quelques clientes vont les rejoindre. Donc, assez vite, la collection fonctionne doucement, mais sûrement. Ils vont décider d'investir un arrondissement de Paris qui était assez mortel, qu'il est encore un petit peu, le 16e arrondissement et la rue Spontini. Et Yves Saint-Laurent, lui, va se faire un cercle très, très rapidement autour d'abord de Françoise Sagan. Françoise Sagan, qui est une autrice extrêmement populaire à l'époque, Bonjour Tristesse. Donc vous devez bien sûr l'avoir peut-être déjà lu. Il a aussi beaucoup de proximité avec une jeune actrice qui s'appelle Catherine Deneuve, qui sera fidèle toute sa vie à la mode d'Yves Saint-Laurent, de la danseuse Zizi Jeanmaire. Et puis, il fait aussi la conquête de clientes très fidèles. La sœur assez elle n'est pas fortunée, mais elle dépense beaucoup pour sa toilette de Juliette Gréco, qui était une grande artiste des années 50. Elle s'appelle Charlotte Ayot. La richissime Francine Weisweiler, qui était une socialite de l'époque et amie de Jean Cocteau. Et tout ce petit cercle, vous voyez, quelques mannequins, quelques premières d'atelier, quelques petites mains, sont sous le charme en fait de Saint-Laurent et vont l'aider. Donc là, je vous ai mis une autre palette qui s'appelle Spontini du nom de la rue, Lilise, la fleur préférée de Monsieur Saint-Laurent. Si vous n'avez pas ce recul de l'histoire, Spontini Lily, vous allez vous dire c'est bizarre ce nom, puis voilà, vous allez passer à côté. Alors que là, ça a du sens quand on connaît son histoire. Ça, ce sont les premiers modèles de Saint-Laurent en 1965. Vous voyez, des croquis très fleuris qu'on a d'ailleurs retrouvés dans l'exposition merveilleuse. Et surtout, ce qui est absolument génial, si vous voulez, c'est de se dire que ce jeune homme, très très jeune, qui commence à avoir une autorité en fait en matière de mode, qui va changer très rapidement la garde-robe des femmes pour 40 ans, parce qu'on est toutes en fait les héritières de Saint-Laurent, eh bien, est quelqu'un de très moderne. Il est vraiment là, tombé dans les années 60-70, qui vont reléguer en fait le 19e siècle définitivement, voilà, au passé. Et c'est cette période où il y a en fait un clivage entre un monde très convenu, très bourgeois, très
sinistre au fond et un grand, grand vent de libération des mœurs. Mais c'est pas les années 90-2000, hein, la libération des mœurs, bien au contraire. En fait, c'est les années 70 en particulier. Donc les femmes vont progressivement se détacher d'une certaine domination masculine. Elles veulent plus d'autonomie, elles veulent faire des choix, elles veulent choisir quoi? Ben, leur conjoint, leur sexualité, travailler, avoir des enfants, avoir, une autonomie financière. Vous savez, aujourd'hui, ça paraît évident, mais ça a été une conquête quand même très, très dure, hein, pour beaucoup de gens et Saint Laurent a accompagné les femmes. Il a formé un couple, vraiment, à la ville comme, professionnellement avec Pierre Bergé, mais il s'est jamais posé de questions, de stress, de se cacher, pas du tout. Il était très, très détendu et c'est ça, je crois, qui a merveilleusement, accompagné, le développement aussi de la maison. Donc il a montré un chemin qu'avait déjà initié Chanel, une femme qui bouge, une femme active, une femme en mouvement, une femme libérée et il va bien évidemment faire énormément d'emprunts, vous les connaissez, on va les revoir, au vestiaire masculin en accessoirisant d'une manière très féminine, par les choix des couleurs, par le choix des matières et des formes, eh bien, tous les vêtements et toutes les tenues. Voilà, je vous le disais, Chanel a libéré les femmes, Yves Saint Laurent leur a donné le pouvoir. Alors pour cela, il a aussi un sens de la communication qui est exceptionnel et qu'on retrouve très bien chez L'Oréal, je trouve. Vous voyez, les muses et collaboratrices ont été très importantes. Un vêtement de travail, la saharienne, et c'est ce que nous portons toutes pratiquement l'été. Ça, c'est Verouchka sur votre gauche, le mannequin qui le porte. Et ses deux muses principales, Betty Catroux, hein, donc cette blonde androgyne, très détachée, toujours l'air de s'ennuyer, très droguée comme lui, qui n'a jamais voulu travailler pour lui, mais qui l'a beaucoup accompagné la nuit, parce que Yves Saint Laurent vivait la nuit. Et sur sa droite, dans la photo du centre, l'adorable Loulou de la Falaise, fille elle-même d'un mannequin, qui avait un goût très éclectique, un peu baroque, qui mélangeait du vintage. Elle était tout le temps fourrée aux puces pour trouver des formes différentes. Et Loulou de la Falaise a été la responsable des accessoires de la Maison Saint-Laurent pendant 30 ans et a énormément apporté par son charme, son style très lâché, eh bien, d'oxygène en fait à la maison et a également développé des accessoires qui ont été extrêmement profitables dans les années 80, faisant ainsi le patrimoine et la richesse du couple Berger-Saint-Laurent. Quelques photos pour illustrer. Alors là, nous sommes dans la dernière grande maison, le grand lieu de Saint-Laurent, donc avenue Marceau, 5 avenue Marceau, dans le fameux studio que vous visitez quand vous allez au musée, hein. Je vous incite à aller au musée Saint-Laurent de l'avenue Marceau. Au milieu, Paloma Picasso avec Marisa Berenson et Loulou de la Falaise. Marisa Berenson, ça a été quelqu'un qui a énormément, qui s'est beaucoup habillée aussi. Elle a presque 80 ans aujourd'hui. C'est une américaine délicieuse et elle a une caractéristique, c'était la petite fille d'Elsa Schiaparelli. Donc, vous voyez un sens du style. On parle moins de mode que de style chez Saint-Laurent, complètement inné. Puis sur votre droite, Saint-Laurent en smoking avec Paloma Picasso. Donc la mode de Saint-Laurent, elle emprunte énormément au vestiaire masculin. Et là, vous avez bien évidemment un jumpsuit façon smoking sur votre droite, à l'extrême droite. De l'autre côté, vous avez la lavalière, blouse blanche, et puis finalement le tailleur pantalon. C'est lui qui a inventé le tailleur pantalon avec des poches et avec un sac en bandoulière pour nous permettre, vous voyez, de nous déplacer rapidement sur des hauts talons, hein, toujours très féminin la mode de Saint-Laurent, les sahariennes au milieu. Et cette femme Saint-Laurent, en fait, on l'a traduit d'une manière incroyable. Et Yves Saint-Laurent Beauté, qui est opéré par L'Oréal, comme vous le savez, ça, je ne sais pas si vous le savez, mais Saint-Laurent aujourd'hui, c'est Gucci pour la mode et les accessoires, les sacs, les ceintures et autres bijoux, custom jewelry. Et la beauté est opérée par un contrat de licence qui dure encore pour quelques années, qui a été acheté très très cher par L'Oréal, mais qui l'a très très bien rentabilisé, croyez-moi, ils sont champions du monde et ils font un travail formidable. Donc c'est L'Oréal qui s'occupe de YSL Beauty depuis maintenant pratiquement 25 ans, une trentaine d'années. Avant, c'était Sanofi, Elf Sanofi, et il y a eu
cette licence, mais toujours sous le contrôle quand même hein, de Saint-Laurent, donc de Kering, hein, puisque c'est Kering qui est propriétaire de Saint-Laurent. Je pense que vous n'aviez pas besoin de cette précision, mais on ne sait jamais. Donc la jeunesse, le scandale et la liberté coulent dans les veines de YSL Beauté. Audacieuse et moderne, la femme YSL dicte ses propres règles sans compromis. Ça, c'est très important, ça. Subversive par nature, elle veut vivre pleinement, dangereusement, sans jamais regarder en arrière. En fait, si vous voulez, L'Oréal, ça c'est les mots de L'Oréal sur plusieurs présentations et ça c'est très cohérent. Il y a toujours ce manifesto de garder sa féminité, mais de s'affirmer. Et j'ai juste mis, vous voyez, trois égéries, pardon. Zizi Jeanmaire, qui était donc une danseuse de cabaret, de revue, qui était mariée à un chorégraphe qui s'appelle Roland Petit. Elle a énormément diffusé l'image légère, rose, tout en plumes, le talent de Saint-Laurent. Au milieu, vous avez Laetitia Casta, et j'y reviendrai, mais qui reprend ce côté meneuse de revue, et puis Lady Gaga dans, bien sûr, l'ouverture des JO. Je pense que vous n'aviez pas raté ce clin d'œil, cet hommage, en fait, à l'immense Saint-Laurent. Saint-Laurent, c'est aussi quelqu'un qui ne s'interdit aucune influence. Influence africaine, influence russe, influence indienne, influence chinoise. Et c'est le premier à oser la transparence, la nudité, des mannequins qui sont noirs, qui sont mis en valeur, qui sont fidèles, qui adorent Saint-Laurent. Et c'est vraiment quelqu'un, vous voyez, qui a eu une vision, je dirais pas inclusive parce que c'était pas militant chez lui, c'était juste toutes les femmes qui peuvent être en fait valorisées. Vous voyez, il y avait ce côté inconditionnel et assez merveilleux. Edmond Charleroux, dont je vous parlais, elle a été après la rédactrice en chef de Vogue. Et savez-vous qu'elle a été licenciée par les Américains parce qu'elle avait mis un mannequin noir en une de Vogue. Et ça, dans les années 66-67. Saint-Laurent, il a jamais réfléchi à quoi que ce soit. Voilà, c'était vraiment naturel chez lui. Donc la valorisation de la femme est centrale chez Saint-Laurent et c'est très important pour comprendre la valeur ajoutée qu'a en fait la marque. Tous ces mannequins lui rendaient bien. Vous avez ici la délicieuse Laetitia Casta. Elle avait demandé une robe avec des roses, alors il l'a mis avec des roses, vous voyez, presque nue mais pas nue non plus. La grâce, la féminité, le côté botticellien incarné. Alors, les fleurs chez Saint-Laurent, c'est important. Déjà, vous voyez que YSL a un anagramme, c'est le lys. C'était bien sûr la fleur préférée d'Yves Saint-Laurent, qui les achetait par brassée, qui les offrait. Et bien évidemment, alors, il aimait aussi beaucoup les orchidées. Dans le magnifique livre hein, composé par Anne Flippo et Carlos Benaïm par IFF pour Saint-Laurent Beauté, il y a un des flanqueurs qui s'appelle Flower and Flames, que vous avez certainement vu, dans lequel il y a beaucoup d'extraits de lys. Donc, les fleurs, les lys sont vraiment importantes, les orchidées aussi. Je reviens juste sur le lys, je vous ai mis un exemple que j'aime beaucoup. Ça, c'est une robe de Worth qui a appartenu à la comtesse Greffeuil. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Worth avait fait broder des lys sur la robe d'apparat de la comtesse pour une soirée très importante? Eh bien, c'est parce qu'elle avait un teint de lys. Hein. Le lys, c'est aussi le teint le plus beau, le plus sophistiqué, un teint presque proustien, fin 19e siècle. Hein, Saint-Laurent adorait Proust, donc il y a quelque chose qui est très cohérent. Voilà, et là, vous avez un visuel pour Libre avec une orchidée et de la fleur d'oranger qui est une des deux grandes composantes de Libre puisqu'il y a de la lavande et de la fleur d'oranger. Alors, Mélissa nous a très gentiment conseillé de nous précipiter d'abord chez Dolce Gabbana et puis au Grand Palais et puis aussi, ou au Petit Palais plutôt, et puis aussi au musée Saint-Laurent pour aller voir l'exposition des fleurs. Donc, j'y fais référence. Aussi dans l'œuvre de Saint-Laurent, il y a les acteurs, les actrices. Il a habillé Catherine Deneuve et Catherine Deneuve et lui, c'est 50 ans d'amitié. Ils se sont beaucoup épaulés l'un l'autre d'une manière incroyable. Elle a été l'égérie en 1992 d'un Xème relancement des soins Saint-Laurent. C'est pas vous voyez, ça c'était les packaging avant. On reconnaît pas grand-chose de Saint-Laurent. Mais c'était vraiment pas très facile, les soins. Le make-up et les parfums sont bien meilleurs chez Saint-Laurent. Et puis,
Saint Laurent, c'est aussi des influences artistiques innombrables. Je vous en ai mis quelques-unes que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. L'exemple, c'est Catherine Deneuve avec cette veste brodée par Lesage, donc qui reprend un tableau de Van Gogh. On va voir ici Carla Bruni dans une robe de mariée, vous voyez, inspirée par Braque. Toujours Braque qui brode cette cape avec de la transparence. Matisse et ses deux modèles magnifiques avec le petit chapeau tambourin marocain. Au centre, vous avez une robe extraordinaire qui date de 69, qui est inspiré par François-Xavier Lalanne, avec justement, vous voyez, cette espèce de fourreau dormate qui est directement moulé en fait sur le buste de la jeune femme et en contraste avec ces voiles transparents. Donc ça, c'est très important pour l'ormat, qui est un des codes importants de Saint-Laurent. L'art aussi, avec tout de suite, très vite, en 66, donc 1 an après la robe Mondrian, je vais y venir, vous vous en doutez, la 10e collection d'Yves Saint Laurent s'affiche avec le pop art et ça, c'est très visionnaire. Donc vous avez un des rouges qui s'appelle pop art et vous avez toutes les robes merveilleuses qu'on appelle les Great News de Wesselmann, qui étaient donc ça, ce sont des articles dans le Jardin des modes, portés aussi par Françoise Hardy. Donc énormément de modernité, de contraste entre le noir, la couleur partout. Un peu plus tard, les années pop, Yves Saint Laurent va être dessiné par Andy Warhol et ça aussi, ça confère, si vous voulez, énormément de modernité. Vous avez aussi Moujik, son bulldog, qui est dessiné par l'immense Andy Warhol. Donc vous voyez, c'est une marque désirable, moderne, que l'on retrouve aussi, qui a une valeur ajoutée parce qu'elle fait référence à une sorte de culture internationale, culture à la française, culture américaine. Yves Saint Laurent est une marque qui a un wording très très américain parce que Yves Saint Laurent a été très proche d'Andy Warhol. Andy Warhol a vécu quelques semaines avec Yves Saint Laurent en France. Saint Laurent est allé à la Factory. Et une autre référence, vous voyez, à un artiste, c'est l'artiste Yves Klein. Alors peut-être que vous le connaissez moins, il est mort en 62. C'était un des leaders de l'école de Nice et il avait une caractéristique, c'est qu'il peignait en demandant à des modèles de se rouler dans la peinture, puis de rouler, vous voyez, sur une grande feuille blanche. C'était ce qu'on appelait les cosmogonies. Et là, vous avez en fait la référence avec ses mains trempées dans la peinture à la connexion entre Yves Saint Laurent et l'art. C'est un peu plus loin, mais on y arrive. Alors j'arrive à la robe Mondrian, vous vous en doutez, qui va être incroyablement inspirante. Et cette robe Mondrian, elle va sauver la maison Saint Laurent en 65. On lui remet un livre sur l'art. Il n'a pas beaucoup voyagé en fait physiquement, Yves Saint Laurent, à part pour aller au Maroc, mais il va en fait être inspiré par beaucoup de livres d'art. Il fait des voyages imaginaires et il va créer une robe en tricot avec une fermeture éclair au dos qui est complètement masquée, qui va aller à toutes les femmes et qui va avoir en fait un effet graphique, vous en doutez, hein, absolument incroyable. Et moi, je suis je suis un peu émue parce que j'ai eu une étudiante en 2013 dans la chaire LVMH qui s'appelle Bérangère Delaporte. Elle assistait à mon cours, on discutait de cette robe et en fait, elle est rentrée comme chef de produit puis chef de groupe chez L'Oréal et c'est elle qui a contribué en fait à la création, vous voyez, de cette palette qui est la palette des yeux, qui reprend en fait complètement la palette Mondrian. Bon, aujourd'hui, elle a un peu disparu au profit de la mini clutch, mais elle a été pendant presque 10 ans, voilà, la palette des yeux de Saint Laurent. Alors, je fais une petite transition avec bien sûr le Y et le YSL, hein, une signature incroyable, une griffe, une lettre tellement intéressante, tellement graphique. Donc le Y, ce fut le premier parfum en 1964, un parfum et une robe signée Yves. Mais Y était un parfum pour femmes qui existe toujours dans la collection, bien sûr, Héritage. Ce Y, je vais vous parler du Cassandre après, mais ce Y, on le retrouve un peu partout. Vous voyez, on le retrouve sur le 5, on le retrouve bien évidemment dans le nouveau masculin, hein, donc engravé complètement sur le côté de la bouteille. Je suis désolée, je ne l'ai pas là sous les yeux, mais on a aussi l'étui qui va reprendre et le Y et le Cassandre.
et ce, Cassandre, qui est le nom de l'artiste qui a dessiné, en fait, le Yves Saint Laurent YSL d'une manière géniale en 61 pour la maison de couture, il est traité magnifiquement par L'Oréal. Vous avez ici le mascara, vous voyez, il est ici. Et ça, vous voyez, je vous ai apporté mon pot à crayon. C'est un pot à crayon qui m'a été donné par une de mes amies en 1980. Elle travaillait pour les licences Saint-Laurent et tout le logo était traité comme ça en noir et avec cette couleur ocre qui était celle, en fait, de l'arrière des semelles de toutes les chaussures Saint-Laurent. Donc, ça veut dire qu'avant Louboutin, Saint-Laurent a eu l'idée de colorer les semelles. Hein, donc ça, c'est important à savoir. Voilà, donc ce logo, on l'a aussi trouvé avec ce sens inné de la communication qu'avait Pierre Berger à des moments clés, des moments mondiaux. L'ouverture de la Coupe du monde 98, 300 modèles d'Yves Saint-Laurent ont défilé au Stade de France, ont été vus par 3 milliards de téléspectateurs, donnant à Saint-Laurent, pour ses 30 ans, vraiment presque 30 ans, une retombée mondiale inespérée. Vraiment, extraordinaire. Yves Saint Laurent, c'est aussi l'ombre et la lumière, donc le contraste du noir et de la couleur. Le noir, associé à l'or, associé au rouge, je vais y revenir, au rose fuchsia, au bleu clin, aux ocres, au vert métallisé. Et vous voyez, en 79, vous avez la naissance d'un mythe, le rouge pure couture. On a vu le rouge avec Dior, on a vu le rouge avec Chanel, on pourrait le voir avec Armani, mais le rouge Saint-Laurent, c'est aussi véritablement quelque chose. Hein. Et donc ce rouge, c'est aussi un rouge un peu fuchsia, hein, cette couleur très forte. Les icônes aussi de Saint-Laurent, bah, ce sont tous les vêtements. Et donc là, j'ai réuni sur ce slide ce que l'on appelle le vestiaire des parfums, que vous connaissez bien. Donc c'est le tuxedo, le smoking, qui est donc notre nouvel habit du soir. On n'est plus en robe du soir, on est en smoking pour femmes du soir, tuxedo, voilà. On a ensuite le trench, la saharienne, le caban, la blouse, le jumpsuit. Des matières aussi, le velours, le vinyle, le grain de poudre, qui est une matière de veste de tailleur d'un blanc bleuté merveilleux. Des imprimés comme le baby cat, des accessoires comme la lavalière, ce nœud noir et blanc, et un autre accessoire très important, la capeline. Et tout ça donne lieu, vous voyez, à des parfums qui sont dans la catégorie, bien évidemment, haute parfumerie. Donc, vous avez le vestiaire des parfums, vous voyez, avec toutes les explications sur les compositions et le reste. Et donc, autre élément du patrimoine, même exploité par la beauté de Saint-Laurent, les lieux de YSL. Dans les lieux, je vais commencer par le Maroc, bizarrement. Le Maroc est Tanger au départ. Le Maroc est les jardins de la vallée de l'Ourika, pas très loin de Marrakech, où poussent énormément de fleurs, le safran, la fleur d'oranger. Le Maroc, bien sûr, et le jardin Majorelle avec le bleu de ses bâtiments, Paris et quelques voyages imaginaires. Alors Paris, c'est là où il a commencé sa vraie vie d'adulte, et c'est donc Paris, mon Paris, parisienne avec ce trench incroyable. C'est la ville qui incarne complètement, si vous voulez, son œuvre et son énergie. Le Maroc, plusieurs petits points. Le Maroc et les artisans d'inandier du souk avec, vous voyez, le capot de In Love Again, hein, donc ce parfum qui signait en fait le retour en grâce du couple. Vous avez ici, vous voyez, comme des émaux faits au Maroc et la forme est une forme de cœur, donc j'y reviendrai un peu plus tard. Ici, vous avez aussi je vais y arriver, voilà. Vous voyez cet or martelé comme si un artisan l'avait fait? Ça, c'était avec ici le Cassandre, donc le parfum saharienne qui aujourd'hui est disponible uniquement dans la collection Héritage. Et puis dans les palettes, j'ai ici un mascara que j'utilise régulièrement, vous voyez, qui est avec un bleu très majorel. Vous avez la palette 900 Palmeraie Skies, le bleu du ciel de Marrakech, le bleu sur le Lash Cash. Donc, on va reprendre, vous voyez, discrètement des codes qui sont ceux, en fait, vraiment du Maroc. Pardon, j'ai une inversion de mes slides, je le remettrai bien. Dans Paris et ses lieux, j'ai oublié aussi de vous préciser
que grâce à l'arrivée et de Heidi Slimane et d'Anthony, Vaccarello, vous avez aussi la rive gauche avec, un nouveau siège social, 21 rue de l'Université, une des adresses de Saint-Laurent qui était place Saint-Sulpice et la rue de Bellechasse, donc 3 éléments édition couture, du vestiaire des parfums. Donc Paris est tout à fait, dans cette idée-là. Et dans les codes de Saint-Laurent, ben, on a vu le Y, on a vu, le Cassandre, beaucoup de signatures, vous voyez, qui sont systématiquement, reprises, hein, elles sont là partout. Vous voyez ici, c'est, cette signature donc Yves Saint-Laurent, écrite par monsieur Saint-Laurent. Saint-Laurent Paris, qui est maintenant la nouvelle signature et qu'on retrouve partout, mais on retrouve aussi Yves Saint-Laurent. Donc c'est un petit peu comme pour Dior, on a un peu de mal, vous voyez, à faire la différence. Mais pour ce qui est de nos amis de L'Oréal pour la beauté, ils ont droit au YSL et à Yves Saint-Laurent, mais pas à Saint-Laurent Paris. Hein, ça, c'est vraiment la couture, les accessoires, ça n'est que cela. Autre élément intéressant, si on regarde un peu toutes ces siglotypes, vous voyez, au départ, Yves Saint-Laurent signait ses premières créations MSL, Mathieu Saint-Laurent. Il n'y avait même pas le Y. Hein, donc, il y a quelques collectors comme ça, des étiquettes. Et puis, on a eu Myself, My Yves SLF, hein, et puis Myself écrit ainsi, rappelant bien l'origine de Saint-Laurent, le côté perso un peu narcissique. Et ce parfum magnifique d'ailleurs, qui est un parfum qui peut être porté par un homme ou une femme, mais c'est quand même le pendant masculin de Libre. Vous voyez, il y a de la lavande, de la fleur d'oranger dedans, et Austin Butler l'incarne très bien. On a aussi dans le wording de Saint-Laurent beaucoup d'usage de la langue américaine. Lash Clash, Love, Make Me Blush, All Hours Foundation, Black Opium, Love Shine Candy Glow, pardon. Drop the Look pour tout ce qui est conseil maquillage par Tom Pêcheux. Les Pure Shots, on va de plus en plus utiliser l'américain. Dans les codes encore, l'amour qui était un peu la quête désespérée d'Yves Saint-Laurent, on le retrouve très souvent. Le In Love Again sur votre droite, sur votre gauche, un look assez ancien qui a une vingtaine d'années, vous voyez, Love. Donc ça, c'est tous les visuels, vous voyez, d'il y a 20 ans, en fait, de Saint-Laurent, qui sont quand même encore repris pour le touche éclat. Ça, c'est le fond de teint touche éclat. Ben, on reprend sans les couleurs rouge et noir, mais on a encore un peu ce côté ancien du logo. Mais en tout cas, le cœur sur la palette, vous voyez, ça, c'est très Saint-Laurent. Hein, et ce cœur, en fait, c'était un bijou fantaisie, on pourrait presque le qualifier de verroterie, que Monsieur Saint-Laurent mettait sur le mannequin dont le modèle était finalement le modèle préféré de la collection en cours. Et donc le cœur est utilisé avec voilà le matelassage clutch, vous voyez sur ce petit sac du soir. On le retrouve aussi sur la Love Shine Factory l'année dernière. On a vraiment voilà Saint-Laurent, c'est Saint-Laurent loves you, hein, YSL loves you. Ça, c'est de la communication d'il y a 2 ans, très récente. Autre code important, l'or, et je dirais même les ors, des ors martelés, des ors travaillés, des ors un peu à la Line Vautrin, comme par exemple, Line Vautrin, c'était une immense artiste qui faisait les miroirs sorcières, beaucoup de bijoux. Et on s'est inspiré des œuvres de Line Vautrin pour le flacon de cinéma, que j'ai pas là en exemple, et pour le, vous voyez, ça c'est le dé à couture, ça c'est Manifesto, hein, vous l'avez reconnu, et le stopper, c'est le dé à coudre de la couture tel que Line Vautrin en avait dessiné. Donc cet or martelé, il est à la fois marocain et à la fois assez sophistiqué. Vous avez sur ma gauche un autre modèle inspiré de la lane. Le clutch et le mini clutch maintenant, il est partout, décliné à l'infini, en noir, en rose. Donc on va partir d'un modèle, en fait, des accessoires, du luxe intermédiaire pour pouvoir l'offrir, en fait, un peu plus accessible pour un blush, ou autre. Et enfin, dans les valeurs de Saint-Laurent, on va retrouver la liberté, l'affirmation, le manifesto, c'est bien dire qui on est, l'anti-bourgeois, le goût de la fête, la transparence et la nudité, ça ce sont des valeurs essentielles. L'androgynie, telle Betty Catrou, tel l'emprunt au vestiaire masculin et le genderless, donc c'est très tendance, vous le sentez bien.
Bon, il y a bien sûr les paradis imaginaires, mais aussi les paradis artificiels, le côté drogue, opium, et autres. Et puis la provocation, voire la perversion, qui est souvent activée dans des mondes un petit peu nuit de prise de vue de nuit, interlope, pas très clair, assez flou. Alors j'illustre tout ça. Bon, la plus belle illustration, c'est peut-être Libre. Immense succès, hein, vous l'avez vu grâce aux excellents, documents de votre communauté préférée. On voit que Libre est remonté encore plus dans les classements, mais c'est un jus magnifique, vraiment créé par IFF. Le nouveau parfum de liberté. Et ce parfum, bah, il est vraiment décliné, il est très très central et il est vraiment très important. Peut-être que vous connaissez moins Rive Gauche. La Rive Gauche et la rue de Tournon, c'était la première boutique de prêt-à-porter, ce qui était une révolution en 66. Donc le prêt-à-porter existait un peu avant. Balmain l'avait quand même inventé, il faut être honnête, mais c'est vraiment Yves Saint Laurent qui l'a démocratisé. Et les femmes s'habillaient de plus en plus pendant le jour, non plus en haute couture, mais en prêt-à-porter. Et Rive Gauche est un parfum qui a été lancé en 67, qui revient d'ailleurs un petit peu. Je le sens pas mal dans les rues. Rive gauche, le parfum des femmes imprévisibles. Rive gauche n'est pas un parfum pour les femmes effacées, vous voyez, avec cette force. Et donc, ce côté empowerment, il est très, très présent. Petite anecdote, le flacon Rive gauche a été inspiré par un geste très simple de Monsieur Saint-Laurent. Il dessinait toujours avec des crayons HB, c'est la marque, qui était bleu électrique, argent et noir. Et quand on lui a demandé, ben, maître, qu'est-ce que vous voudriez comme flacon? Il a juste donné son crayon en disant, prenez ça. Et donc, on a reproduit, vous voyez, le haut du petit crayon HB. Ça, c'est aussi la révolution de la mode. C'était la première affiche de la boutique Yves Saint Laurent. Donc, vous voyez la modernité. Il y a eu des parfums, par exemple, le parfum Elle, je ne l'ai pas mis à côté, mais il était comme ça. Il avait ce rose un peu, vous voyez, givré, flouté, très moderne, très pop art. Le goût de la fête, ça a été aussi en 93 Champagne. Personne, vous étiez pas né, mais personne n'a oublié Champagne. En fait, très rapidement, le syndicat des producteurs de champagne a contacté la maison Saint-Laurent en disant vous ne pouvez pas utiliser en fait le nom champagne parce que c'est une appellation d'origine contrôlée et donc c'est vraiment protégé par essence. Et en fait, il n'en a rien été. Monsieur Berger, Monsieur Saint-Laurent se sont un petit peu entêtés. Ils ont lancé, voyez-vous, ça c'est un très joli travail. Ils ont lancé un jus qui avait la couleur du champagne à un moment en 93 où il y avait une crise économique terrible. Le parfum du succès pour redonner en fait le sens de l'énergie, de la fête, de la nuit en fait aux femmes. Très rapidement, ça a été interdit. Alors ils ont caviardé le nom, mais comme le muselet, comme le martelage, comme la couleur du jus évoquait le champagne et qu'on l'avait beaucoup entendu dans les journaux économiques, aux journaux du soir, quel scandale, ils ont piqué le nom des fabricants de champagne, ben, ils ont pu l'appeler Yves Saint Laurent et ils ont même pu l'appeler Ibresse avec un Y et ça n'a rien changé au succès de ce parfum. Donc c'est un cas de marketing que vous avez certainement déjà entendu par vos excellents professeurs. Autre idée aussi, la nuit, l'importance de la fête, mais la fête un peu interlope, un peu, vous voyez, masquée, compliquée. Et donc ça, c'est une photo très célèbre. Donc c'est la photo de ce couple de femmes, l'une étant nue, l'autre en smoking, rue Amiot dans le 11e. Et ce côté, vous voyez, un peu de lumière, gloomy, ça c'est vraiment le style Saint-Laurent. Et dans beaucoup de visuels pour la nuit de l'homme, on retrouve un peu cette atmosphère, voilà, cette photo incroyable. Bon là, vous connaissez tous cette photo de Jean-Louis Sief, prise dans le Grand Palais. Pierre Berger et Yves Saint Laurent avaient rendez-vous avec le photographe pour une série de shooting. Tout d'un coup, Yves Saint Laurent devient fou, se met tout nu, ôte les coussins du canapé et s'assied tel un Christ de la Renaissance sur ses coussins. Et ce qui a été génial, c'est qu'ils ont emprunté à Chanel, je vous avez montré cette publicité pour numéro 5, où elle se mettait en scène dans une suite du Ritz. Il prend la photo de lui qui était faite pour faire des photos de mode et il dit parlant de l'eau toilette pour hommes de Saint-Laurent, depuis 3 ans, cette eau de toilette est la mienne. Aujourd'hui, elle peut être la vôtre. Alors là, si vous me trouvez une meilleure accroche marketing, je veux bien être pendue
Hein, donc ça, c'était magnifique et ça a été un très, très grand, succès. Donc la nudité pour parure, disait Saint Laurent: «Nothing is more beautiful than the naked body. The most beautiful thing a woman can wear are the arms of the man she loves. But for those who aren't so lucky, I'm here». Business, business, business toujours. Il y a même eu un parfum, Saint Laurent qui s'appelait Nu, mais qui a disparu. Vous connaissiez peut-être aussi M7, lancé il y a 24 ans, qui a été un très beau parfum. Monsieur Berger avait insisté pour qu'on montre, je ne l'ai pas fait là pour ne pas voilà, créer de polémique, mais pour qu'on montre en fait le mannequin totalement nu. C'est ce qui a été fait, il a été interdit. Et aujourd'hui, vous pouvez encore le sentir dans les collections héritage. Très beau jus, très intéressant. Et puis la provocation pour terminer, ça a été vraiment, voilà, Opium en 77, lancer un parfum, avec un nom de drogue, c'était, complètement iconoclaste, choquant, donc impactant, donc très, très marketing. Et c'est le premier parfum, bon, c'est un parfum hyper générationnel, donc c'est les gens qui ont mon âge. Si vous sentez un opium, c'est soit une très jeune femme, soit une femme de mon âge. Et donc, c'est le premier parfum qui a inspiré en fait une collection haute couture après coup. Et vous voyez les lys, toute cette collection chinoise, en fait, il y a un éclectisme chez Saint Laurent incroyable. Plein d'égéries, Kate Moss, Jerry Hall, une des femmes de Mick Jagger, Mélanie Thierry, Emily Blunt, et puis Sophie Dole avec Tom Ford, que vous voyez là. La Mélanie Thierry, c'était pour Belle d'Opium. Et puis, à partir de ce magnifique opium, ben, dont on vendait plus tellement de flacons, on a créé en 2014, donc chez L'Oréal Beauty, l'excellent Black Opium, le premier café floral, avec une très jeune mannequin, c'est un pari à l'époque, il y a 10 ans, Eddie Campbell. Et donc là, il y a eu, si vous voulez, une reprise des codes. C'est un peu la synthèse de ce que j'ai partagé avec vous. Je suis désolée, je suis un peu longue. Mais vous voyez, vous avez les paillettes, la nuit, un jus rose très féminin, un sliver hyper élégant, le Cassandre, la couleur noire, Opium, Yves Saint Laurent, travail parfait de L'Oréal. Moi, j'ai rien à dire. Les capelines pour les hôtesses pour distribuer le sampling. Et puis après, une rénovation avec énormément de flanqueurs, avec Zoé Kravitz qui est absolument parfaite, quelques tatouages, du glitter. Tout ça est génial. Voilà, ben, on regrettera Monsieur Saint-Laurent, donc qui a fait ses adieux en 2002 et qui est mort en 2008. Il était dans un état de santé effroyable. Et vous verrez la lettre très touchante que très gentiment, je pense, Mélissa a postée dans le chat, qui est en fait son communiqué de presse qui résume tout ce que j'ai essayé de partager avec vous ce soir. Voilà la bibliographie, la filmographie. Et maintenant, place à vos questions. Je vous écoute. Je viens de poster le. Moi, c'est très bien. Ouais, pour que ce soit raccord et que. J'ai gardé mon beau foulard dans les couleurs Saint-Laurent avec le beau Cassandre. Voilà, donc si vous voulez lire la lettre d'adieu, justement, je l'ai mis à la pile poil au moment où vous parliez. Donc, Mais ben voilà, on est voilà. raccord. Vous Et puis voyez moi comme aussi, c'est beau j'ai ça. des petites cartes postales comme ça que j'ai comme ça, voilà, ramenées de l'expo Ah ben voilà, vous voyez, vous avez parlé. Donc, avec notamment ici la fameuse Laetitia Casta avec sa robe incroyable qui est devenue à mon avis, c'est une robe iconique maintenant de Yves Saint Laurent. Ouais, Euh, incroyable, incroyable. et Ah, Laetitia Casta y a joué pour beaucoup, je pense aussi. Mais... ouais. Et puis, il y a plein d'ouvrages. De toute manière, si vous avez besoin d'une bibliographie, voilà, Yves Saint-Laurent, Le soleil et les ombres. Vous avez Mauvais garçon, qui est excellent, Marie-Dominique Lelièvre, ce bouquin-là, mais je vous les ai mis dans le chat. Avez-vous des questions, des réactions? Est-ce que ça Voilà, vous a ah, plu? si, oulala, alors là, il y a tout d'un coup, il y a énormément de questions. Attendez. Attendez, je vais Quel arrêter. archétype serait donc la femme Yves Saint-Laurent? On voit qu'il aime bien utiliser les femmes rousses en tant qu'égérie. Est-ce un parti pris? Ah oui. Alors, il adorait toutes les femmes qui n'étaient pas aimées, les rousses, les grandes, les petites, les gens de couleur, les pauvres qui étaient complètement ostracisés à l'époque. Et à cet égard, vous voyez, je voudrais juste préciser quelque chose. On a dit beaucoup de choses sur Fendi Beauty en disant Fenty, c'est les premières avec les teintes et tout. Je peux vous dire que Saint-Laurent, il y avait quand même dans le maquillage Saint-Laurent des teintes qu'il n'y avait pas chez Dior et chez Chanel. Il y a une ouverture d'esprit. En fait, là, si vous voulez, la femme Saint-Laurent, c'est un peu,
elle a quand même des moyens. C'est un peu la bourgeoise, mais rock, quoi. C'est un peu mon choix maintenant. Elle est tournée vers elle-même, mais elle est quand même dans la vie. Elle se met en danger. Elle est toujours border, mais elle tombe pas. Et tout ce qui renforce son équilibre, eh bien, c'est son maquillage, c'est sa tenue, voilà, c'est son nail polish. C'est vraiment vous voyez, le maquillage Saint-Laurent, quand vous regardez bien, c'est un maquillage qui est quand même très sophistiqué, très night. Je prends mes pratiquement au hasard. Vous voyez, là, j'ai Black Opium. Bon, à chaque fois, c'est quand même très, très, très contrôlé, mais c'est appealing. Hein, c'est vraiment, c'est pas la dame. Hein, c'est vraiment, voilà, elle est formidablement moderne, résolument moderne et très bien habillée pour que ça ne se voit plus. Il y a une maîtrise chez Saint-Laurent qui est incroyable. Bah, merci beaucoup, pour cette explication très claire. Mais c'est vrai que parfois on a l'impression que nous, notre génération ou notre époque, on invente beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'après on se rend compte que ça vient de de un petit peu, voilà, d'un petit peu avant nous, et que, voilà, notamment, c'était très intéressant, je trouvais, de voir le côté, très, novateur et très, cette ouverture d'esprit que pouvait avoir Saint-Laurent et dont moi personnellement j'avais pas forcément conscience. Oui, Hem, parce que quand on s'intéresse pas, en fait, à la construction et aux vrais personnages, quand on lit pas, ben, on écoute, voilà, un peu ce qui est retraduit dans le retail education et bien évidemment, tout ça est très bien fait, mais c'est un peu plat, hein. Et bon, je vais être très polie, mais de temps en temps, il y a beaucoup de bêtises aussi, donc oui, c'est mais vrai on que a c'est beaucoup très de aimé. ouais, on a beaucoup de chance, nous, en France, d'avoir eu ces créateurs et d'avoir eu ensuite des gens qui ont respecté les codes, qui les ont compris, intégrés, subtilement, sans les user aussi, je trouve. Moi, je suis encore enfin, vous le sentez, je pense, dans ce que j'ai partagé avec vous, je suis très, très admirative du travail de L'Oréal. Franchement, Oui, on a vu. oui, bah, moi, je suis cash, hein, vous me Oui, connaissez, non, non, bon, non, mais en même temps, il faut reconnaître quand le travail est bien fait, il y a pas de là, il y a pas ouais. de sujet et d'ailleurs, on a Anne-Laure qui pose une question, sur le est-ce que, c'est par rapport au toucher éclat, voilà. Est-ce que le Ouais, toucher éclat créé en 92 par Thierry Weisberg ouais. va donner vraiment corps à YSL Beauté? Comme un Oui, avant et un après? alors, je m'en suis voulu, j'aurais pu, mais j'ai fait des choix. Bon, Touche éclat, c'est vrai, 92, c'est la révolution et complète avec justement ce pinceau rétractable. Et j'aurais pu vous le citer au moment où j'ai parlé des artistes. J'y ai pensé après, mais j'étais déjà partie sur Ouais, autre chose. c'est une bonne Mais question pour maintenant. vous voyez, quand moi j'ai la fiche, la dernière fiche 2020, enfin d'automne 2024. Quand vous regardez, il est quand même touche éclat le teint, touche éclat le stylo, mais je n'ai plus que ça. Après, j'ai All Hours le fond de teint, j'ai le couture blush, les highlighters. Donc en fait, la gamme, elle est encore pas mal dans le teint, mais elle se restreint un tout petit peu. Il y avait eu des éditions spéciales autour de touche éclat avec justement une édition avec des couleurs pour les yeux. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le fond, vous voyez, c'est le fond de gamme. Il restera toujours, mais ils n'étaient pas non plus, honnêtement, ils n'étaient pas complètement innovants. Ce qui était innovant, ils avaient lancé, je vais vous raconter l'histoire, ils avaient lancé en fait du vernis avec un pinceau en 1988. C'est-à-dire que c'était plus votre petit pot de vernis à ongles, c'était juste un pinceau. Et en gardant la technologie du pinceau, ils ont pensé à l'anti-cerne parce qu'on se tartinait d'anti-cerne, on avait l'air d'indienne, vous voyez, on avait des trucs comme ça, c'était épouvantable. Et ils ont donc éduqué les femmes à l'usage de l'anti-cerne par le toucher éclat. C'est un peu comme terracotta, mais ça a moins réussi que terracotta. D'accord, OK, très Parce que intéressant. terracotta, aujourd'hui, il y a encore 50 références, vous voyez, ou 30 références. Et Là, puis ça développe en plus, enfin, il y a des nouvelles références qui arrivent, fréquemment donc ça s'essouffle un petit poil. et on a une question sur auriez-vous quelques insights pour expliquer le succès du parfum libre? Un libre, le jus, le jus, mais magnifique. Quand vous mettez Anne Flippo et Carlos Benaïm en même temps, mais c'est des génies ces gens-là, et vous avez une lavande fraîche
qui a été en fait on a éduqué les consommateurs par Montguerlin, parce qu'avant la lavande, c'était une note qui était uniquement masculine. Donc mettre de la lavande avec de la fleur d'oranger, bon, avec toutes les bases, ylang-ylang, enfin, il y a quelque chose de très féminin, très évolutif. Le jus, il est merveilleux chez Libre. Et puis, c'est tellement, si vous voulez, l'ADN de la maison Saint-Laurent, que vous êtes Saint-Laurent. Vous avez, alors malheureusement, attendez, juste une seconde, je vais juste reprendre mon exemple ici. Ce que je voulais vous montrer, c'est là, vous avez, zut, je vois rien. C'est bon là, je vous le montre ou pas? Oui, Parce oui, que j'ai oui. plus la photo. En fait, vous avez vraiment aussi Line Vautrin. Donc en fait, il y a une espèce de lien avec Manifesto. Il y a un lien aussi avec cinéma. Et puis, c'est un flacon bijou. Donc, quand vous avez un jus magnifique, qui en plus évolue très très bien, et que vous avez un flacon qui est parfait, qui rappelle tous les codes de la marque en le modernisant, parce que le Cassandre, il a été traité, vous voyez, en bas du flacon, à l'horizontale, il bouge pas, etc. Ben, franchement, chapeau. Chapeau. Moi, je l'avais testé en soumission, je l'ai là d'ailleurs à l'aveugle. Mais je l'ai testé il y a très longtemps et je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merveille? C'est une de mes étudiantes de chez L'Oréal qui souvent me font des petits tests comme ça. Et généralement, j'aime pas trop, moi, tous les trucs sucrés, machin. Et là, j'ai dit, mais c'est what? C'est complètement nouveau, formidable. Oui. Après, ils ont des très très belles campagnes en 360 aussi. Je pense que c'est aussi tout Ah, le. Dua Lipa, elle est Voilà. tellement bonne en plus, sa carrière est montée. En com, vous avez absolument raison de le rajouter, Mélissa. Là, elle est ambassadrice beauté globale. Non, mais franchement, ils ont tout Et bon. enfin, voilà, enfin, moi j'ai trouvé que notamment cette campagne avec Dua Lipa, elle avait incarné tellement bien le parfum, cette notion de liberté où elle est seule au monde sur une plage, euh, Ouais. avec et où ça prend, les flammes apparaissent. Enfin, vraiment, je trouvais que c'était. Alors, Voilà. alors, Mélissa, je ne sais pas si, comme moi, vous avez ressenti ça. C'est horrible ce que je vais dire. Au moment des grands incendies de LA, Oui, non. il y avait la campagne partout. J'étais là, what? Vous savez, de temps en temps, il y a des crises comme ça, il faut faire attention. Ah J'ai oui. eu cette espèce de stress. Et je me Non, mais c'est suis vrai que dit, parfois, moi j'ai connu en étant dans certaines entreprises où on avait stoppé des campagnes parce que voilà. ça n'allait pas du tout avec l'actualité, parce que ça aurait pu être mal perçu, parce qu'on se disait, bah, il y a un drame en ce moment, on ne veut pas faire une pub enfin, sur des cosmétiques, ce serait très malvenu. Donc, Eh oui, il oui. faut faire attention au timing parfois malencontreux. Et on a une dernière question. Et finalement, y a-t-il un archétype homme YSL aussi fort que la femme Ah! YSL? Alors, l'homme, en fait, est certainement très incarné par. En fait, le problème, c'est qu'au départ, l'homme, c'était lui-même, c'était Yves Saint-Laurent. Donc, ça, c'était pas terrible parce qu'il a mal évolué, il a été très, très malheureux, bien que productif, mais très malheureux. Mais je pense que grâce à la nuit de l'homme, en fait, il y a eu cette revirilisation. L'homme Saint-Laurent, c'est un homme revirilisé et pas perdu dans le désert, vous voyez ce que je veux dire? Donc, même si c'est très bien, il est urbain, et ça, c'est très très bien. Il est urbain, il est simple, il assume en fait sa virilité et ça correspond à une partie des attentes de la population masculine. Parce que tout le monde ne veut pas révéler la part féminine qui est en lui. Vous voyez, c'est pas 100% des hommes. Et donc ça, il y a une clientèle Saint-Laurent, elle est un peu plus âgée que Sauvage ou autre, mais elle est là et c'est intéressant. Et en plus, le noir est rassurant. Par exemple, La Nuit de l'Homme électrique, ça a cartonné. Vous voyez, il y a vraiment. Non, non, puis quand vous regardez là, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez parce que j'ai. Voilà, Un peu plus haut. un peu plus haut là, comme ça. Vous Voilà. voyez, ça, c'est un écrou. C'est un outil. C'est masculin. Et ce flacon-là, il a été développé à l'époque par des grippes pour reviriliser la marque. Pas bête. Donc, ils ont pris un créneau qui était plus tellement à la mode. Ouais. Voilà, c'était Et on le voit l'opposé aussi de du toute façon, mâle. DY, enfin, début, enfin, Ouais. 64. Et c'est ce que on en a discuté ensemble, c'est que pour moi, c'est là aussi, à ce moment-là, où on voit le lien très fort entre la couture et la beauté. Parce que du coup, il a lancé sa maison de couture en 62 et en 64, 2 ans après, Voilà. tout de suite, il y a eu la beauté. Et d'ailleurs, Dior, qui est donc son mentor aussi, disait que le parfum, c'est la finishing touch du D'une style tenue. de la femme, Ouais. en fait. Donc, comme quoi Voilà. les deux sont assez indissociables et on le retrouve dans beaucoup de maisons. Et comme vous disiez, il y a aussi beaucoup d'expositions en ce moment qui montrent ce lien très fort. Absolument. Absolument.
Bon, je vous ai Voilà. tenu un petit peu trop. Je ne sais pas si, Mélissa, vous recueillerez les sondages, si vous voulez que je Alors, réfléchisse à autre chose. Il ne faut voilà, pas exactement. hésiter. Bah, du coup, vous avez anticipé. Il y a quand même, c'est la question que j'ai gardée pour la fin, quelqu'un qui a Pardon? demandé quel est le thème de la prochaine conférence. Nous ne révélerons rien ce soir. Voilà, mais Nous allons réfléchir, mais on exactement. voit qu'il y a toujours un énorme engouement pour les conférences de Véronique et même des gens qui m'ont écrit en privé en me disant, Mélissa, finalement, je ne peux pas venir. Est-ce qu'il y a un replay, s'il te plaît? Donc, il y a un vrai Stop, engouement. stop, I blush, c'est trop gentil. Il y a un vrai engouement. Voilà, et les commentaires sont dithyrambiques hein, dans le chat. Donc, évidemment, il y aura encore une autre conférence. Ça, on peut vous le dire. Après, on ne révélera pas le thème aujourd'hui. Stay tuned, comme on dit chez YPB. Et puis aussi, stay tuned pour nos autres événements à venir sur nos différents réseaux. Et encore, merci mille fois, Véronique, pour cette conférence. Avec C'était grand passionnant. plaisir. C'est moi qui suis honorée. Et, Voilà. Au revoir, Yves. et Super puis, bouquin. on a Non, hâte mais de découvrir et d'être ensemble pour la prochaine conférence. Bonne avec soirée à plaisir. tous. À À bientôt, très Mélissa. bientôt. Bye Au bye. revoir. Au revoir.